Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout au long du mois de septembre, je vous propose de voir et de revoir les temps forts des auditions et de la séance lors de la dernière session parlementaire. Car tout au long du mois de septembre, les sénateurs sont absents du Palais du Luxembourg car ils sont en campagne. Ils préparent les prochaines élections sénatoriales qui se tiendront le 28 septembre et qui permettront de renouveler la moitié de la Haute Assemblée. Retour aujourd'hui à une audition qui s'est tenue le 9 avril dernier au Sénat. Une audition de Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, par la mission commune d'information sur la gouvernance mondiale d'Internet. L'ancien ministre est aujourd'hui président d'Atos, l'un des leaders de l'informatique au niveau mondial. Et à ce titre, il s'était vu confier deux missions, l'une par la Commission européenne et l'autre par Arnaud Montebourg, alors que lui-même était encore ministre, deux missions portant sur l'Internet dématérialisé, le fameux cloud, cet espace virtuel de stockage sur Internet. Il avait d'ailleurs livré certaines de ses conclusions au Sénat le 9 avril. On les écoute. Madame, Messieurs les sénateurs, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de me retrouver dans cette salle, dans laquelle je suis allé avec d'autres responsabilités, et vous dire aussi que le sujet que vous traitez, et dont vous êtes le rapporteur, est un sujet qui me semble absolument essentiel pour la nation, mais aussi, vous l'avez rappelé dans vos propos, pour l'Europe. Alors c'est un sujet sur lequel on travaille depuis très longtemps, et j'ai travaillé moi-même depuis très longtemps, dans le cadre de mes différentes fonctions précédentes. Pardon de cette petite aparté au début avec votre collègue, le sénateur Anneau, mais nous nous rappelions qu'en 1993, le président Anneau était venu me demander de contribuer à la définition pédagogique des enseignements de l'ingénieur du futur dans le cadre de l'Université de technologie de Troyes. Voilà, c'était d'où la petite aparté. Et pour dire que les sujets que vous traitez sont absolument essentiels et au cœur aussi de mes préoccupations personnelles. Si vous permettez un petit point également pour vous dire que j'ai évidemment accepté avec enthousiasme quand on m'a proposé de venir aujourd'hui. J'ai trouvé que le titre Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet était pour moi, pardon de le dire comme ça, mais un peu réducteur par rapport à l'ambition que je crois déceler derrière vos propos liminaires. Parce qu'au fond, qu'est-ce que sera l'Internet dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'il existera encore? Est-ce que le terme même existera? On se rappelait que quand on a démarré avec Philippe Anneau, savoir l'information du futur, le mot n'existait pas encore, ou à peine. Non, l'Internet, c'est un protocole qui permet effectivement des échanges de données de plus en plus rapides, des stockages. Le sentiment, moi, qui m'anime, et ce que j'ai essayé d'apporter dans les deux contributions auxquelles vous faites allusion, c'est bien entendu au-delà de l'Internet. L'Internet, aujourd'hui, est à la main essentiellement de nos amis américains. Qu'on veuille effectivement y avoir un rôle mondial, peut-être. Le vrai sujet pour moi, si vous me permettez, c'est le sujet des données. Car au fond, Internet permet de véhiculer des données, de les stocker, de les processer. C'est ça, à mon avis, la réflexion de long terme qu'il faut, je crois, avoir pour notre pays et pour l'Europe. Alors, les protocoles, c'est comme si, lorsque j'étais président de Thomson, on m'avait demandé d'assister à une audition sur quel est l'avenir de MP3, ou de la coordination de MP3. Voilà, donc pardon, je suis un peu réducteur, mais volontairement, ça je ne serai pas là. Et je crois vraiment que le sujet qui est absolument essentiel pour nous et pour nos compatriotes, c'est vraiment le sujet des données. Les données, on le dit de façon un peu caricaturale, pardon de le dire comme cela, mais c'est ma conviction, c'est l'or numérique, c'est l'or noir de demain, c'est la richesse de demain. Ces données, vous avez entendu des tas de personnes qui vous l'ont dit, vous le savez par ailleurs, tous les 18 mois, l'activité humaine génère plus de données qu'on en a généré depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Donc cette caractère exponentiel de la génération des données va nécessiter également leur traitement, d'abord leur capacité de stockage, leur traitement, et puis derrière, vous avez effectivement tout ce qui va autour en termes de création de richesse, d'innovation,
les algorithmes qui vont permettre de les traiter, le profiling pour les individus, etc., etc., etc. Donc, on le voit nous-mêmes du reste dans nos activités, ce qui est aujourd'hui le véritable moteur de l'innovation. Le véritable moteur de l'innovation, c'est, dans cette économie numérique qui s'annonce, c'est la proximité de ces données. Permettre finalement de donner un usage, un accès à ces données à toutes les start-up, aux innovateurs, à tous ceux qui vont vouloir précisément offrir des nouveaux services à valeur ajoutée pour nos compatriotes, pour nos concitoyens, mais aussi pour les entreprises. Et cette proximité, cet accès est absolument essentiel. Et c'est vrai qu'il y a une différence à avoir un accès à des données qui sont localisées, disons, dans un environnement qui vous est proche, ou des données qui sont localisées ailleurs, dans d'autres environnements, avec d'autres régulations, d'autres éléments de contrôle. Et on revient exactement sur ce sujet qui, pour moi, m'a vraiment animé dans le cadre. Alors, si vous permettez, je vais commencer à parler de la mission donc, que je mène avec Jim Schnabel, qui est le coprésident de SAP, puis ensuite celle que m'a confiée le ministre donc, de l'économie, de l'endettement productif et du numérique, sur le cloud en France et la façon de le dynamiser et de permettre son essor. Alors d'abord, avec mon collègue coprésident de SAP, nous avons été, on fait partie d'un European Cloud Partnership, pardon de l'anglicisme, en Europe on parle anglais, donc c'est le board donc, qui réunit Hubert Tardieu qui m'accompagne, suit ces affaires donc pour moi à Bruxelles, une trentaine de participants d'entreprises. Pardon, je ne vous ai pas présenté mes deux collaborateurs, donc Hubert Tardieu, donc, qui est le patron de la communauté scientifique chez Atos, qui gère tous nos PhD et nos scientifiques, et Olivier Cuny, qui, après avoir été directeur de cabinet d'un président d'une assemblée qui n'était pas le Sénat, est maintenant mon directeur de cabinet au sein d'Atos et suit notamment les aspects qu'on a développés avec M. Montebourg. Et M. Clavat, qui est le co-président de la mission sur le cloud. Donc avec Hubert Tardieu, effectivement, on a vraiment essayé de travailler avec nos collègues européens, donc à l'initiative de Neelie Kroes, sur cette affaire, et en essayant de définir un cadre européen. On a appelé ça entre nous un espace de confiance pour permettre au cloud de se développer. Derrière le cloud, évidemment, il y a l'aspect des données. Alors on a commencé par dire quelque chose d'assez simple. On essaie vraiment de développer cet état d'esprit. Au fond, c'est les données des Européens doivent être stockées, traitées, processées en Europe. Alors on est ouvert, on est un continent ouvert. Donc on peut accepter qu'on vienne les traiter, qu'on vienne participer à ce traitement, à ce processing. Si certains ont des innovations technologiques pour accroître les capacités de stockage, ont des algorithmes sophistiqués pour permettre de les mettre en cohérence, on est très bien, on est ouvert. Et je crois que l'Europe est un continent qui doit être ouvert aux innovations, aux investissements. Mais il y a une chose qui doit être certaine. Et là, je pense que là-dessus, il ne faut pas transiger. Nos données nous appartiennent. Et on en a même la responsabilité. Donc, c'est quelque chose de simple. On a utilisé du reste cette notion un peu ensuite avec nos collègues en disant il faudrait un peu une politique d'opt-in, un peu comme on a développé lors de la mise en œuvre de Schengen, c'est-à-dire des pays qui adoptent, 1, 2, 3, des pays pionniers, une même approche, et n'ayons pas peur des mots, régulatrice de la façon dont on traite et on stocke nos données. Et puis, voilà, si jamais notre rêve, au fond, on a vu le président Hollande, pour en parler, on doit avoir Mme Merkel. Si l'Allemagne et la France adoptent une approche identique, on pense que ça va faire des émules et que peut-être 2, 3, 4 pays vont peut-être avoir la même approche en ce qui concerne donc cet aspect des choses. On ne veut surtout pas. Alors, on avait démarré du reste notre réflexion avant même que les révélations de l'été dernier, donnent. Je parle évidemment des révélations de M. Snowden, donne un angle plus particulier donc, sur les données. Alors, beaucoup s'en sont émus, mais il est clair que nous avions démarré notre réflexion et notre action bien avant cela.
On n'est pas du tout dans une logique où on essaye de réagir par rapport à des événements. On pense que c'est notre responsabilité, je crois que c'est la responsabilité des représentants du peuple que vous êtes, que vraiment, les législateurs, de se préoccuper de cette question et d'avoir quelques idées peut-être simples, mais assez fermes. Au fond, est-ce qu'on imaginerait que les données essentielles des Chinois soient traitées en dehors de Chine? Je pense qu'aujourd'hui, ce serait... Est-ce qu'on imaginerait que les données financières des Américains ou les données d'impôts des Américains soient traitées en France, en Belgique ou ailleurs? Donc, il y a des pays qui ont des réactions assez claires là-dessus. Et puis, il y a un continent qui est un peu plus, peut-être par manque de coordination, qui prend un peu de temps. Or, il faut aller vite. Quand on regarde l'évolution de la façon dont la richesse économique s'est créée au cours des siècles, hein, on a commencé par traiter l'espace territorial, et puis on a régulé l'espace territorial pour mieux le réglementer, créer des richesses, les partager. Après ça, ça a été l'espace maritime, et puis l'espace aérien, et désormais c'est l'espace informationnel. Il faut aussi en prendre possession, il faut aussi avoir le courage de le réglementer pas trop, en tout cas d'avoir des règles communes. Et ça, c'est la première d'entre elles. Donc on est vraiment là-dessus, vraiment, on voudrait avoir un relais. Je m'en suis ouvert évidemment au pouvoir public français. On a eu un peu de mal au début à les aligner, mais je dois dire que après quelques périodes qui étaient un peu erratiques, on a maintenant un bon alignement des positions françaises, des pouvoirs publics français, je crois, Hubert, avec les positions que nous essayons de défendre au niveau de l'Europe, dans le cadre, encore une fois, de cette commission. Donc, je le répète, première chose, essayer de faire en sorte que nous créions un espace de confiance au niveau des pays qui voudraient adopter cette approche. Une deuxième chose, c'est évidemment le fait que la protection de ces données ne doit pas être, je dirais, vue de façon unique, mais au contraire adaptée à leur nature et à leur usage. Il y a des données qui sont parfaitement sans importance. Il y en a d'autres dont on estime qu'elles sont plus importantes. Par exemple, ces données de santé, les données qui correspondent à son patrimoine, la fiscalité, ce qui concerne le secteur financier et bancaire. Je rappelle que vous allez avoir une échéance importante avec l'évolution de SWIFT en 2015. Vous êtes parfaitement au courant de cela, j'imagine. Donc on a défini un certain nombre, voilà, des données. Alors on avait bronze, silver, gold dans le jargon. Il y en a qui sont moins importantes que d'autres. On peut se permettre, on peut éventuellement dire qu'il n'y a pas de problème, qu'elles soient. Est-ce que finalement vos consommations de musique, vos morceaux de musique préférés, est-ce que ça peut être traité dans un serveur du Nebraska? Peut-être. Bon, lait de santé, peut-être pas. Donc voilà, il faut quand même qu'on ait là-dessus quelque chose, une approche. Donc on a segmenté de façon assez simple. Et puis en faisant en sorte qu'on se positionne. Le dernier élément qui est important, c'est l'élément de la confiance. On le voit aujourd'hui, notamment après les révélations de l'été dernier, beaucoup d'entreprises, d'acteurs économiques, voire de gouvernements, hésitent un peu à passer en mode cloud. Le cloud, c'est évidemment une évolution très importante, hein, puisque ça permet la mutualisation des infrastructures informatiques, des capacités de stockage, la virtualisation ensuite, qui est associée donc, pour pouvoir traiter sur des mêmes fermes de serveurs des applications différentes pour des clients différents, et donc de réduire les coûts très très sensiblement, d'augmenter la capacité de traitement, la rapidité de stockage, et puis surtout de passer en paiement à l'usage, qui est extrêmement important, et non plus de faire supporter par les clients, les investisseurs, les entreprises ou les gouvernements ou les collectivités locales, le poids de l'investissement, mais évidemment de passer en pay-per-use, c'est-à-dire en paiement à l'usage. Je vais dans un instant, ça pose des questions de TVA quand on applique ça ensuite en France par rapport aux dépenses d'investissement et aux dépenses de fonctionnement. Mais j'y reviendrai dans un instant. Donc sur le niveau européen, sur cette question on se rend compte qu'il y a eu un peu de réticence. Et au fond, il faut aller vite. La compétitivité passe aussi beaucoup par cela, et de plus en plus par cela. Le fait qu'on ait des systèmes qui ne soient pas harmonisés, des différences de régulation entre la France, entre l'Allemagne, entre la Belgique, le Luxembourg et autres. On voit bien par exemple que nous ne pouvons pas traiter aujourd'hui, on est un groupe européen, on parlait d'Atos tout à l'heure, madame,
Donc on est présent dans tous les pays européens, on est le leader en Europe. Bon, si on veut faire bénéficier nos clients des infrastructures de cloud, par exemple, même des clients gouvernementaux, on peut pas, sur des données même simples, il faut qu'on ait des serveurs d'un côté du Rhin et d'autres serveurs de l'autre côté du Rhin. Il n'y a pas d'harmonisation. Donc ça aussi, c'est un manque de compétitivité, au fond. On se rend bien compte que quand on dit on plaide pour un espace de confiance au niveau européen, avec des qualités de sécurité et des services, on appelle ça en anglais les SL, les Service Level Agreements, c'est-à-dire comment on peut dire ça en français, niveau de service garanti. des niveaux de service garantis donc, qui sont précisés pour pouvoir, on dit également qu'au fond, devenir opérateur de données, en termes de capacité de stockage, de traitement et de processing de ces données, c'est pas une fonction anodine. Et donc nous, on plaide pour avoir une sorte de licence pour le faire. Voilà, c'est pas anodin de traiter les données de ses compatriotes. C'est quelque chose. Voilà, il faut une licence, je crois, pour un débit de boisson. Nous semble que avoir une licence pour un traitement de données, ce ne serait pas complètement surréaliste que de le demander. Et ça, c'est quelque chose. Et donc, là encore, au niveau européen, si 2, 3, 4 pays adoptent ces mêmes niveaux de service minimum pour pouvoir opérer des fermes de serveurs en mode cloud, par exemple, ça serait un plus très important. Voilà, donc, et nous demandons du reste qu'il y ait un droit de contrôle effectif. C'est-à-dire que après ça, on peut accueillir n'importe qui, et on va oublier le Patriot Act et autre chose. On peut accueillir n'importe qui, je pense, pour pouvoir traiter ces données, mais si vous venez les traiter sur le territoire européen, il faut peut-être quelque part avoir une sorte de permis de conduire pour le faire, c'est-à-dire on applique la loi européenne et pas d'autres lois. Oui, mais ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Moi, je suis une entreprise européenne. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir parce que je suis une entreprise européenne. Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Donc, ça ne dépend que de nous. Il faut qu'on impose que, voilà, quand on traite des données en Europe, c'est la loi européenne, c'est la loi française. Peut-être élargie, ce serait l'idéal, évidemment, à 2, 3, 4 pays qui adoptent le même type de régulation sur ces données, qui s'applique, et aucune autre. Et on sait qu'à ce moment-là, mes données, quand je les confie, c'est l'espace de confiance. Quand je les confie, je sais qu'elles elles dépendent d'une loi que je connais, et donc j'accepte d'autant mieux de les confier en confiance. C'est un sujet qui est absolument essentiel, hein, et alors on voit évidemment que quand on discute de tout cela, les uns et les autres ont des approches différentes, les lobbies ont des approches différentes. Et je pense que là, il faut essayer d'être ferme, mais c'est vraiment maintenant qu'il convient de le faire. Évidemment, dans cette approche, le franco-allemand est absolument essentiel. Nous avons vu nos amis allemands, depuis l'été dernier, se renfermer un peu sur eux-mêmes. Donc je pense qu'il est important d'être à l'initiative. Il y a là vraiment un axe, à mon avis, de coopération franco-allemande qui est absolument essentiel. Et si nous adoptions, disons, une approche à peu près similaire ensemble, ce serait un très grand pas qui pourrait être fait, à mon avis, assez rapidement. Et on l'a vu, Hubert, qui permettrait à d'autres de suivre ensuite, ils nous l'ont dit très clairement. Voilà, le couple franco-allemand ici, à mon avis, pourrait être un élément moteur dans cette je dirais, régulation de l'espace des données européennes. Très ouvert, évidemment, on est dans un monde ouvert, on n'est pas naïf, on ne pourra pas mettre des lignes Maginot, c'est pas la question. La question, c'est encore une fois de dire que nos données doivent être traitées et processées en Europe, n'importe où, selon des régulations simples, identiques pour tous, et avec des mêmes niveaux de sécurité. Je résume, mais bien sûr j'aurai des questions, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez, bien entendu, sur cet aspect des choses. On a bien avancé, on a remis maintenant un rapport qui est quasiment finalisé, Hubert. Finalisé. Et on est en consultation publique maintenant sur ces aspects, mais il faut que vous sachiez que, enfin, par notre présence, et puis celle d'Hubert qui est à mes côtés, la France a été très moteur dans cette affaire, très moteur. On a été vraiment très très moteur. Et on a, je crois, finalement réussi à entraîner un peu l'ensemble des parties prenantes qui étaient avec nous, y compris nos amis britanniques. Avec un peu plus de difficulté, nos amis irlandais, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, voilà. Il y a en tout cas en Europe continentale, clairement, une position à jouer. Je pense que là, il serait formidable que les autorités publiques et politiques de notre pays s'en emparent désormais. Les industriels que nous sommes seront derrière, évidemment. Voilà pour
le European Cloud Partnership et donc la publication du document de travail donc, qui a été réalisé le 21 mars 2014 et qui sera à votre disposition, évidemment. Je pense que vos services en ont déjà peut-être l'accès. Donc on sera à votre disposition pour le commenter et répondre à vos questions si vous le souhaitez. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième aspect des choses, alors c'était intéressant parce qu'on a fait les deux approches pratiquement en parallèle, donc on a pu du reste avoir une bonne harmonie donc, sur le cloud, donc m'avait confié Arnaud Montebourg avec le président d'OVH, Octave Clabat. Donc là, on a fait une approche, donc c'était évidemment comment faire dans le cadre des 34 plans de la Nouvelle France industrielle, comment faire pour disons, dynamiser le cloud, évidemment avec l'approche à la fois d'innovation industrielle et d'emploi, puisque c'est un peu le triptyque qui anime donc Arnaud Montebourg dans sa volonté de développer ces 34 plans pour la Nouvelle France industrielle. Voilà, donc on a travaillé en faisant une très très large consultation donc, de l'ensemble des acteurs français. Un travail important là qui était plutôt mené par Olivier, qui a piloté ça. Donc on a fait tout ça à Bercy. Hein, ça nous demandait beaucoup de temps, un très bon niveau de coordination, et on a maintenant un document qui est finalisé, qu'on a remis de reste fin janvier. Je crois qu'il n'est pas encore public, mais enfin, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour que vous en ayez connaissance. Je pense qu'on a peut-être communiqué. Je crois qu'il n'y a pas de problème, et vous verrez que ce document est assez exhaustif. Je vais le résumer, donc, d'une part, en ce qui concerne, donc, là aussi, redonner confiance donc pour permettre à l'ensemble des entreprises françaises, mais aussi des agents économiques, de plus en plus de faire appel au cloud. Hein, donc, une labellisation Secure Cloud, c'est-à-dire faire en sorte que, là encore, lorsqu'on opère en mode cloud sur le territoire français, c'est le pendant de ce que je disais au niveau européen, on a un niveau de labellisation, et je dirais que c'est l'équivalent d'un permis d'opérer, hein, de façon à ce qu'on ait vraiment cet élément de confiance qui est absolument essentiel pour pouvoir passer en mode cloud et faire en sorte qu'un acteur économique, un agent économique confie ses données, le traitement de ses données à un tiers. Il faut que ce tiers soit un tiers de confiance. Donc il faut qu'on ait quand même un certain nombre d'éléments là-dessus. Nous avons insisté aussi sur le développement d'App Store, d'applications pour les collectivités locales, un peu à l'image de ce qu'a fait avec un certain succès le gouvernement britannique avec le G-Cloud. Donc on pense que c'est un très bon exemple. On est, nous, un très très grand acteur, l'un des premiers en Grande-Bretagne. On travaille énormément avec le gouvernement britannique, toutes ces administrations, et on a contribué à mettre beaucoup de ces applications donc, en ligne pour les collectivités locales britanniques. On pense que là, il y a un champ tout à fait intéressant. On va entrer dans une période évidemment où on va essayer de faire des économies tout en continuant à augmenter la qualité de service, publics. Il y a là un jeu formidable. On commence à le faire un peu. Il y a des régions comme la région Bourgogne avec laquelle on travaille et d'autres. On développe des App Store. Bon, tout le monde le fait pour l'un. Ce serait quand même formidable qu'on puisse le faire pour tout le monde. Et la capacité du cloud nous permet de le faire, je dirais, à moindre coût, quasiment en temps réel et sans supporter le coût d'investissement, donc qui est tout à fait important pour les collectivités locales. Même si, on avait identifié évidemment, mais ça ne vous surprendra pas, c'est que le fait de passer en cloud, notamment pour la gestion de collectivités locales avec des applications qui sont quasiment toutes faites, il y a un problème de TVA parce qu'évidemment, quand vous êtes en investissement, vous la récupérez. Et quand vous êtes en fonctionnement, vous ne la récupérez pas. Et nous, on est bien sûr maintenant en cloud, on est en fonctionnement. Donc il y a un petit sujet qu'il faut vraiment traiter, hein, qui est un frein. Et du reste, c'est terrible, parce que vous avez même des collectivités qui nous disent formidable, c'est faire des économies, mais là, je récupère la TVA, donc ça m'intéresse plus. Voilà. Donc on voit que notre système fiscal n'est pas incitatif à aller dans une solution qui permet de réaliser des économies. Il y a peut-être quelque chose là, même quelque chose, enfin on l'a signalé, hein, mais je vous le dis parce qu'évidemment je connais un petit peu Bercy également, d'avoir quelques réticences. C'est un combat, à mon avis, qui me semble être un bon combat à mener pour nos économies et pour les collectivités locales. On l'a signalé, hein, du reste, hein, c'est quelque chose qui figure dans notre rapport. Voilà, donc peut-être pour passer maintenant aux questions, hein, c'est juste dire qu'on a également défini donc
tout un écosystème, des critères pour que l'écosystème soit favorable au niveau du cloud, des problèmes aussi d'investissement. Opérer des plateformes de cloud, c'est très consommateur d'énergie, c'est un peu électro-intensif, hein, donc il y a sans doute des choses à faire. Là aussi, la France a été pendant longtemps un pays qui est très attractif en matière énergétique, notamment par rapport à sa politique nucléaire, grâce à sa politique nucléaire. Il nous faut... on commence à voir qu'autour des centrales nucléaires, il y a certainement des choses à faire pour pouvoir avoir des lieux privilégiés de traitement de données en mode cloud. Ça consomme énormément d'énergie, je le rappelle. Des plateformes comme des plateformes d'Amazon ou de Google, c'est des villes de 10 000 habitants en consommation. Hein. Donc c'est des villes, c'est des éléments très importants. Bon, il y a besoin d'avoir une continuité et une qualité de courant, une très bonne qualité de courant sans saute. C'est effectivement ce que permet notre parc nucléaire français. Et on peut avoir une bonne prévision du prix. On a des qualités, évidemment, par définition, linéaires et sans pic. Donc c'est parfaitement adapté. Donc on a aujourd'hui, en tout cas avec le patrimoine nucléaire qui est le nôtre, on a certainement une carte à jouer très intéressante par rapport à d'autres pays qui sont soumis, y compris dans des énergies renouvelables, qui ne donnent pas la même qualité de courant, qui ne donnent pas la même prédictabilité pour ce type d'activité. Donc c'est peut-être une carte. Alors on verra si on sera toujours comme ça dans 50 ans, mais en tout cas pour les 10 ou 20 ans qui viennent, je pense qu'on sera toujours à 50% au moins de production de notre courant électrique en nucléaire. Il y a certainement une carte à jouer. Et je pense que là aussi, mais qu'on l'a vu aussi en matière de réindustrialisation comme dans d'autres sujets, avec peut-être la possibilité d'avoir des tarifs qui permettent d'attirer ce type d'activité. Voilà, on a aussi défini des choses comme les plateformes tremplins à destination des éditeurs de logiciels. C'est important, effectivement, on a une bonne activité d'éditeurs de logiciels en France, mais qui est quand même relativement petite. Il faut les aider à migrer sur le cloud. Il faudra sans doute intervenir pour pouvoir les aider dans cette migration, peut-être financièrement, trouver des moyens intéressants pour pouvoir précisément leur permettre de bénéficier à la capacité démultipliée de distribution en passant en mode cloud. Mais là, ils sont un peu réticents pour le faire parce que c'est des investissements qui sont assez importants. Je pense que l'État pourrait là jouer un rôle peut-être intéressant, important dans cette transition. J'ai résumé un peu rapidement, je m'en excuse, mais voilà les deux volets sur lesquels nous travaillons. Et nous vous remercions. Nous allons vous poser forcément quelques questions en complément. S'agissant des données, vous nous avez vu un petit peu réagir parce que forcément c'est au cœur de notre réflexion. C'est d'ailleurs un sujet que nous avions évoqué il y a plus d'un an à la Commission des Affaires européennes. Et comme vous, nous n'avons pas attendu l'affaire Snowden pour nous préoccuper de cette question qui nous semble éminemment stratégique. S'agissant de la protection des données, comment peut-on assurer un service sécurisé du cloud tant que l'Europe ne maîtrise pas toute la pile matérielle et logicielle qui soutient ce service? Ça, c'est une première question que nous avons. La deuxième question, elle résulte de l'asymétrie qu'il existe entre nos juridictions européennes et américaines, et la mainmise que peuvent avoir les États-Unis sur des données, y compris stockées en Europe. De ce point de vue, comment analysez-vous le projet de règlement européen sur lequel il y a encore beaucoup de discussions? Est-ce que vous pourriez nous en donner une appréciation par rapport aux objectifs que vous mettez légitimement en avant? Répond-il justement à cet objectif? Voilà, première question sur les données, parce que je crois que c'est une question importante pour nous. Je prends la deuxième question puis remonter à la première. Enfin, vous faites référence directement au Patriot Act, en fait. Hein, alors, qui est un sujet, moi je vous le dis en tant que... On va laisser aux acteurs publics le soin de s'exprimer sur cette question. Je ne suis plus un acteur public, donc je vais m'exprimer en tant que chef d'entreprise et également en tant que prestataire de traitement de données pour le compte de mes clients. Et vous dire que, alors là, pour le coup, c'est un sujet qui va sans cesse croissant. Il y a une préoccupation maintenant systématique de la part de nos clients européens sur cette question. C'est-à-dire, d'abord, pour eux, je dirais leur propre patrimoine informationnel, applicatif, leurs propres informations, mais aussi
pour beaucoup d'entre eux, leur responsabilité vis-à-vis de leurs clients. Et pas uniquement du secteur bancaire, bien sûr du secteur bancaire, mais également d'autres. Et donc nous sommes interrogés quasiment systématiquement maintenant sur les relations que nous pouvons avoir, sur le risque que cette législation particulière peut faire courir, et puis sur leurs propres responsabilités par rapport à leurs propres clients. On prend l'exemple du secteur bancaire. Voilà, il y a un secret bancaire, il faut donner un certain nombre de garanties, vous êtes couvert par une loi qui est connue, un système de régulation qui est connu dans le pays où vous opérez, et puis les clients veulent savoir ce qui peut se passer. Donc cette question est une question absolument essentielle, et je crois qu'il est absolument indispensable que l'Union européenne prenne une position ferme sur cette question. Donc voilà, je trouve qu'on n'est pas encore assez ferme pour répondre clairement à votre question. Je pense que c'est un sujet qui va devenir absolument essentiel. Alors, nos amis américains en sont conscients, hein. Donc je pense qu'ils commencent à se dire qu'il va sans doute falloir évoluer les choses. Je pense que la période est favorable pour ouvrir une discussion bilatérale avec eux sur cette question. Mais là aussi, il serait à mon avis absolument essentiel d'arriver groupés. Et je le redis, je suis un peu inquiet de voir que depuis quelques mois, l'Allemagne fait un peu cavalier seul sur ces questions. Et donc je pense qu'il y a vraiment, je le redis, une nécessité d'accroissement des relations franco-allemandes sur cette question qui va pour moi bien au-delà, et c'est pour ça que je me suis permis cette petite digression au début de mes propos, qui va au-delà de l'Internet ou de l'Internet européen, ou de l'Internet franco-allemand ou que sais-je. Enfin, je pense que c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus profond que cela et qui dépasse de beaucoup le simple cadre de l'Internet. Voilà, donc là je pense qu'on n'est pas encore assez ferme. Justement, nous avons rencontré nos homologues au Bundestag à Berlin parce qu'on a bien conscience de l'importance de cet axe franco-allemand. Ils sont dans une même réflexion, évoquant justement l'Allemagne. Comment avez-vous compris l'appel de Madame Merkel à la constitution d'un Internet européen? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le stockage et il y a les flux. Alors sur le stockage, c'est ce dont on parle. Et pour des raisons sans doute historiques, l'Allemagne, quand on dit son histoire récente en particulier, a une relation très, j'allais dire, passionnelle au problème de la protection des données. Voilà. Et donc, on dit ça pudiquement. Mais je pense que Mme Merkel en particulier, elle aussi. Voilà. Donc, il fallait, voilà, moi j'ai perçu ça comme il fallait avoir une réponse un peu politique. C'est un peu ce qui nous gêne, hein, parce que, comme vous le rappelez tout à l'heure, vous avez démarré cette réflexion avant Snowden. Snowden est arrivé, ça donne une autre connotation. On n'est pas en mode de réaction. On est tout simplement parce qu'on fait notre travail, les uns et les autres, dans ce fameux quatrième espace. Ben, vous allez avoir à le réguler, comme vous régulez. Vous êtes le législateur des trois premiers. Je suis sûr qu'il y a des sénateurs spécialistes du droit maritime. Je pense qu'il y a des spécialistes du droit aérien, des sénatrices spécialistes du droit aérien. Il va falloir qu'il y ait des spécialistes du droit informationnel et pas Internet. Informationnel. C'est ça le nouveau. Voilà. Donc il va falloir qu'il y en ait. Et en Allemagne, on a répondu un peu, peut-être qu'il y avait des élections, etc. C'est une réponse qui est un peu politique. Hein, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, ceci dit, c'est parfaitement faisable. Hein. Voilà, on peut avoir en ce qui concerne la gestion des flux, donc, et donc l'Internet aujourd'hui, qui le gère et qui le régule. Mais on préfère appeler ça gestion des flux chez nous, parce qu'encore une fois, il y a des tas de choses nouvelles qui vont arriver, plutôt qu'Internet. La gestion des flux avec les routeurs et les opérateurs de télécom. J'ai été dans ma jeunesse président de France Télécom également. Donc, je connais un peu ces sujets. Voilà, on pourrait très bien faire comme le font les Américains du reste, ou comme le font les Chinois par ailleurs, c'est-à-dire demander à ce que les routeurs soient localisés sur le territoire européen et qu'ils répondent aux règles européennes. Au fond, les routeurs américains, ils sont localisés sur le territoire américain. Ils n'ont pas le droit d'être localisés ailleurs. Bon, ben voilà, c'est ça l'Internet européen. Il suffit de dire ça. Si vous dites ça, vous avez répondu à l'Internet européen. Que les routeurs
Mais non, même des routeurs chinois, il faut vérifier, si vous faites référence. Je vois que madame connaît bien Huawei, vous êtes Dieu, voilà. Ben, oui, mais enfin, là on en revient à la question du Patriot Act, ou son équivalent de l'autre côté, moins visible. Mais voilà, en tout cas c'est assez curieux parce qu'on est dans un monde qui est totalement délocalisé, globalisé et dématérialisé. Mais enfin, pour les données, la territorialité, que ce soit pour le stockage ou pour le flux, ben, ça existe. Et il n'y aura pas d'autre solution. Ben, je pense qu'il faut avoir la force de le dire et de ne pas apparaître du reste comme des rétrogrades. Il suffit de faire un continent de 565 millions d'habitants. Ben, on fait comme le fait un continent de 380 ou un autre de 1 milliard. Voilà, on fait la même chose pour nos propres concitoyens, compatriotes. Ça, c'était pour la deuxième question. Et quant à la première, pardon, je vais peut-être le projet de règlement, mais je crois que c'est ce que vous avez évoqué. Okay. Et puis oui, c'était le fait que pour l'instant, l'Europe ne nous semble pas maîtriser toute la pile matérielle et logicielle que constitue le service du cloud. Voilà. Comment on résout cette question? Oui, ça c'est... vous savez, aujourd'hui, les routeurs deviennent, puisqu'on en parlait tout à l'heure, deviennent ce qu'on appelle en anglais des commodities pratiquement. On le disait tout à l'heure, qui sera fabricant de routeurs demain? On ne sait rien. Enfin bon, de plus en plus d'entreprises chinoises, c'est vrai. On en a encore une ou deux en Europe qui restent, mais moi je pars d'un principe où les technologies, qu'elles soient du reste au niveau applicatif, couche logicielle ou matérielle, sont ce qu'elles sont. Il faut, pour pouvoir les utiliser sur un territoire donné, demander à ce qu'elles répondent à un certain nombre de normes. Et puis après ça, on regarde ce qui se passe, et de contrôle. Plutôt que de dire on va interdire les routeurs chinois, on va interdire les routeurs je ne sais quoi, parce qu'on fait finalement un procès d'intention a priori. Ben, si vous le mettez en Europe, voilà, et puis si jamais on se rend compte que, ben voilà ce que vous encourez. Je pense que là, on a besoin de la technologie, et tout le monde a besoin de la technologie, elle est ouverte, elle est mondiale. Alors on ne va pas se recréer des technologies. J'ai eu à gérer dans ma carrière la fin du plan calcul. C'était dur, voilà. Et au nom d'une indépendance, voilà, on gère des situations qui sont absolument intenables. Il vaut mieux être un espace qui est moderne, régulé, ouvert, mais avec une régulation assez claire, assez forte, et puis qu'on l'utilise pour mieux ensuite contrôler que ceux qui vont vouloir opérer, on ne les force pas, hein. Mais si vous venez installer vos systèmes chez nous, ben voilà ce qu'ils doivent permettre de faire, et voilà ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et derrière, on pourra toujours découvrir ce qui se passe. Donc je préfère avoir un contrôle a posteriori, pardon, que de dire de faire un procès d'intention a priori. Parce que finalement, sans ça, c'est la compétitivité dans un monde ouvert, et le monde des technologies, de l'information est un monde ouvert, des territoires qui vont appliquer ou pas appliquer ce type d'approche qui va en pâtir tout de suite. On est obligé, effectivement, d'accepter les technologies du monde entier. Mais on est aussi obligé de ne pas être naïf et d'avoir des régulations qui vont bien. Quel bilan vous tirez du grand emprunt dans son financement des deux projets de cloud français, à savoir CloudWatt et Numergy? Et puis peut-être une autre question. Vous avez dit que notre industrie des télécoms brûlait et que nous regardions ailleurs. Donc concrètement, beaucoup d'amis. Quels seraient les grands axes voilà, d'une politique aujourd'hui efficace pour reprendre un peu la main sur ces sujets? Bon, sur le grand emprunt, c'est trop tôt pour en parler parce qu'ils viennent de démarrer et je crois qu'ils ont encore un nombre assez limité de clients, hein, Olivier, on a vu. On ne porte pas de jugement, mais ça part un peu, mais enfin, c'est quand même pas encore énorme. Bon, enfin, en tout cas, vous savez, vous avez compris que je pensais qu'il vaut mieux avoir un bon système, des règles de droit qui soient claires, plutôt que
d'avoir des démarches qui sont protectionnistes et qui ne marchent jamais. Donc voilà, donc je préfère le droit appliqué à tous à des démarches, voilà, le cloud souverain, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour vous donner un exemple, nous effectuons pour le gouvernement chinois à Hong Kong, nous effectuons sur notre propre cloud, qui est un cloud souverain, c'est nous qui le faisons, nos systèmes, nos logiciels, la comptabilité, la paye, le contrôle d'accès en Chine, les transports, sur notre propre système cloud, pour tout le gouvernement chinois à Hong Kong. Voilà, donc j'imagine que c'est un cloud souverain, pourtant c'est une société française qui le fait. Et croyez-moi qu'on le fait avec des règles extrêmement strictes et qu'il n'est pas question qu'on ne se plie pas aux régulations qu'on nous impose. Voilà, donc c'est une réponse au cloud souverain, y compris dans des pays qui sont, pour lesquels ces questions sont absolument essentielles. Ce que vous faites me semble, c'est pour ça que ce que vous faites me semble absolument essentiel. Alors, oui, j'avais écrit, alors puisque vous me faites référence à cette tribune que j'avais faite dans Le Monde, que j'avais écrite dans Le Monde, c'est curieux du reste parce que le titre que j'avais mis, du reste, c'était vraiment notre industrie des télécoms brûle et nous regardons ailleurs. C'était lorsque le gouvernement précédent avait décidé ce que j'estime être une énorme erreur, je l'ai dit du reste, et je l'ai dit implicitement dans cette tribune, c'est-à-dire d'octroyer une 4e licence d'opérateur de télécommunications mobiles. C'était, je crois, M. Fillon, qui était Premier ministre à l'époque, et qui a permis effectivement à un 4e opérateur donc, de saisir l'opportunité qui était offerte pour avoir un 4e opérateur en France. Et donc j'avais écrit cette tribune, notre industrie des télécoms brûle, nous regardons ailleurs, pour paraphraser un président de la République que j'ai servi moi-même. Et je parlais d'écologie à l'époque. Et c'est curieux parce que dans Le Monde, ma tribune s'est retrouvée sous le titre Free menace l'innovation en France. Donc, je ne sais pas quel article vous avez eu, parce que je vois qu'il y a eu... mais c'était l'article initial, effectivement. Mon propos n'était pas du tout de parler de Free. Mon propos était de parler du régulateur, même si, effectivement, Iliad en a bénéficié. Bon, le sujet, il est assez simple, hélas. Je pense que la régulation du secteur des télécoms dans son ensemble, que ce soit en France et en Europe, a été une tragédie. Je pense que c'est une terrible erreur. On a une centaine d'opérateurs de télécoms, et évidemment en Europe contre 4 aux États-Unis et 3 en Chine. Alors bien sûr, on va nous dire, parce que les lobbyistes sont très bien préparés, ils ont été mes collaborateurs pour beaucoup d'entre eux, donc je les connais bien. Ah oui, mais à 4 ou 5 opérateurs, on a 80% de part de marché, très bien, sauf qu'aujourd'hui, on a un système qui est totalement destructeur de valeur, et que nous sommes, il y a 20 ans, monsieur le sénateur, lorsqu'on réfléchissait au monde de demain dans la technologie de l'information, la France était leader, et l'Europe était leader, et la France. Je me souviens d'avoir été le premier en tant que président de Thomson à mettre les premières expériences de télévision sur ADSL. J'étais président de Thomson, et je l'avais fait à l'époque avec Serge Churuk, président d'Alcatel, et Martin Bouygues, président de TF1. C'était en 99. On a présenté les premières expériences de télévision sur ADSL en Europe. Je me souviens, en tant que président de France Télécom, avoir déployé, dans le cadre du plan, qu'on a déployé sur l'ensemble du territoire national, les réseaux ADSL pour permettre d'avoir la télévision sur les réseaux qui ont permis ensuite le triple play. Je me souviens évidemment, la France est premier inventeur du GSM. Bon voilà, donc on a quand même des choses formidables. Et puis aujourd'hui, notre industrie des télécoms, elle sert à quoi? À financer la dette que des personnes physiques ont contractée pour pouvoir devenir l'opérateur d'un bien public. Donc je vois bien que les capacités aujourd'hui de financement, et je ne porte pas de jugement sur les uns sur les autres, c'est notre système de régulation, les capacités de financement et d'investissement que nous avons créées dans ces industries des télécoms sont réduites comme peau de chagrin, alors que nous sommes à la veille d'une vague absolument essentielle, gigantesque, d'investissement pour le haut débit, dans les réseaux de fibres,
pour la 5G. On parle de la 5G maintenant. J'étais aux États-Unis la semaine dernière, tout le monde parle de la 5G. Les États-Unis vont redevenir un pays extrêmement important en matière d'investissement de télécommunications, alors qu'il était complètement en retrait il y a 12 ans, parce que j'étais président de France Télécom. Donc je pense qu'il est urgent de revoir notre régulation. Ça n'a rien à voir, encore une fois, pour les acteurs. On a des formidables entrepreneurs. J'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs français. J'ai beaucoup de respect pour Iliad et Free, qui sont des entrepreneurs, je l'ai dit, qui saisissent les opportunités très intelligemment. SFR s'est bien développé. Bouygues a généré l'innovation, notamment en étant très rapproché avec Docomo au Japon pour essayer de créer les innovations et les synergies qui vont bien. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a un système qui n'est pas du tout adapté à nos enjeux. Et donc, il est temps. Alors, on a essayé d'en parler avec le régulateur, on a essayé d'en parler avec M. Silicani. Il a une mission. Malheureusement, j'avais été le ministre qui avait porté, je dirais, quand on a fusionné, on a créé l'ARCEP, avec la feuille de route et les missions du régulateur. J'avais bien indiqué que dedans, il y avait l'innovation et l'emploi. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il a oublié l'innovation et l'emploi. Et je pense qu'il serait bien que le Parlement le lui rappelle, même s'il est indépendant. Oui, bien sûr. Et justement, pour compléter votre propos, pourriez-vous nous éclairer un tout petit peu plus précisément sur les contraintes que vous voyez peser fortement sur nos entreprises dans le secteur de ces nouvelles technologies, puisque vous avez été à la tête d'un certain nombre d'entre elles, donc je pense que vous avez pu bien identifier dans le cadre notamment de la concurrence mondiale au niveau européen, quelles sont les contraintes. Et puis, puisque vous avez évoqué l'ARCEP et M. Silicani, que nous avons auditionné il n'y a pas si longtemps que ça avec l'ensemble des présidents des autorités de régulation telles que le CSA, vous avez préconisé le rapprochement CSA-ARCEP. Qu'en attendez-vous? Comment voyez-vous qu'est-ce qui justifie pleinement cette fusion plus que ce rapprochement-là? Vous savez, on a déjà rapproché, il y avait la Poste. Moi, je trouve que le CSA, c'est quand même assez proche des télécommunications. Et au fond, je pense que on va vers une concentration indispensable des opérateurs de télécommunications, par la force des choses. On commence à le dire. On commence à le dire en Europe, parce qu'on est allé trop loin. On va le dire en France. Alors, comme je connais un peu l'administration, je pense que le travail des autorités de régulation en France sur les télécoms va un peu baisser. Il va avoir un petit peu de temps. Je pense que c'est bien qu'on concentre les deux. On parlait des données tout à l'heure. Il s'agit finalement de transfert de données. Les données, en termes d'image pour le CSA et de son sont importantes. C'est un des aspects des choses. Moi, je pense qu'on aurait tout à gagner, comme beaucoup de pays le font du reste, désormais, à unifier tout ça. Voilà, l'autorité de régulation des télécommunications a accompagné la transition d'un monde où tout ça était sous contrôle étatique pour le mettre dans un monde où tout ça est devenu beaucoup plus ouvert et libéral. Ce passage a été fait. On va maintenant vers une phase de concentration des acteurs. L'autorité de la concurrence va jouer son rôle dans cette affaire, plus que l'ARCEP du reste. Vous n'avez pas du tout entendu l'ARCEP du reste dans les derniers débats qui ont animé une partie du secteur français au cours des dernières semaines. Vous avez entendu, en revanche, l'autorité de la concurrence. Donc je pense que, pour être très clair, l'ARCEP va avoir beaucoup moins de travail. Alors il va dire tout à fait le contraire, quand vous allez mais moi je pense qu'il va avoir beaucoup moins de travail. On a des gens qui ont l'habitude de réguler un secteur. Je pense que c'est bien de les mettre tous ensemble. Et dans la phase d'économie dans laquelle nous entrons, ce ne sera peut-être pas inutile. Beaucoup de pays le font. Sur les contraintes qui pèsent sur les entreprises, au-delà des simples contraintes de régulation? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de raisonner comme ça. Bon, on est en France, on a nos propres contraintes, on a aussi nos souplesses, il y a d'autres contraintes dans d'autres pays. Voilà, les contraintes spécifiques au secteur des télécommunications ou au secteur des technologies dans lesquelles j'ai pu travailler, bon, elles
sont plutôt liées à certaines contraintes du droit du travail en France, elles sont plutôt liées à certaines rigidités que nous avons. Mais voilà, le régulateur en France, et moi lorsque j'étais à la tête de France Télécom, le régulateur a fait un travail d'accompagnement et de transition, puisque c'était la volonté à l'époque du législateur et des gouvernements de privatiser ce secteur, de le rendre, de l'ouvrir. Il l'a fait avec plutôt d'intelligence, même si évidemment par définition vous êtes régulé quand vous êtes le plus gros, comme c'est le cas de France Télécom, il faut le gérer, c'est pas facile, mais je n'ai pas eu à l'époque de problème. Je trouve qu'il y a eu des dérives effectivement ensuite, quand on a voulu aller beaucoup trop loin, et notamment à l'occasion de cette 4e licence. Ça, c'est vraiment un sujet, je l'ai redit et je le redis avec force. Sur les contraintes, sans ça, ce sont des contraintes qui sont liées, je pense, à la spécificité du droit du travail en France, à la spécificité aussi de notre du système fiscal. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps sur le système fiscal au Parlement, beaucoup. Je l'ai dit l'autre jour à la radio, et vous savez, il y a une émission, pardon, on est bientôt à la fin, qui est, pas faire de publicité, mais une chaîne qui s'appelle Le Vrai Faux de l'Info. Et alors, j'avais indiqué que c'était quand même terrible, parce qu'au cours du dernier quinquennat, il y avait eu une disposition fiscale nouvelle par jour ouvré. Je dis bien une disposition fiscale nouvelle par jour ouvré. Donc vous avez beaucoup travaillé, malheureusement pour nous. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça continue. Il y avait effectivement une disposition fiscale nouvelle par jour ouvré entre 2007 et 2012, mais malheureusement, ça continue depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une contrainte un peu pour nous. Voilà, il faut s'adapter à tout ça. On a énormément d'admiration pour votre capacité de travail, mais des fois, on ne suit pas toujours. En 2 mots, vous pourriez nous évoquer le projet Blue Kiwi, pardon ? Tout ceci pour vous dire que le Vrai Faux de l'Info avait dit, mais Thierry Breton a raison, il est peut-être même un petit peu en dessous de la réalité. Voilà, c'était pour vous dire. Voilà. Le projet Blue Kiwi, vous pouvez nous en dire oui, Blue Kiwi, quelques mots, le leader européen des réseaux sociaux? Oui, on a lancé une initiative dans le cadre de notre groupe. On est 80 000 ingénieurs chez Atos. Et évidemment, j'avais constaté il y a un peu plus de 3 ans de cela que nos collaborateurs passaient beaucoup de temps à envoyer des emails. Alors l'email est un instrument qui est un peu archaïque, en tout cas pour les jeunes. On embauche à peu près 10 000 personnes, à peu près 10 000 ingénieurs par an chez Atos. Et donc, des jeunes, beaucoup, qui sortent des écoles, qui sortent des grandes écoles, qui sortent des universités, pas uniquement en France, évidemment, dans le monde entier. Alors, quand on leur donne les outils pour travailler, Outlook, pardon de faire de la publicité, ils n'ont jamais vu. Ils travaillent sur les réseaux sociaux, ils travaillent bien sûr sur Facebook, sur Twitter, sur tout ça. Enfin bon, mais ils sont... Donc, on avait l'impression de leur donner un instrument qui était quand même très archaïque, très linéaire. Hélas, c'est un dernier email reçu, premier email lu, sans aucun autre critère de sélection, d'importance. Alors des fois, quand on est très sophistiqué, il y a un petit drapeau rouge qui se met à côté, mais alors là, c'est vraiment le summum de la sophistication. Donc c'est des instruments qui sont quand même très, très archaïques et très lourds, et donc très contraignants, parce que finalement, on a fait une analyse, on a regardé, mais combien de temps passez-vous sur vos emails internes? Le sujet de l'email interne. L'email externe est un instrument extrêmement utile, c'est un courrier électronique rapide, mais en interne. En interne, on a constaté que nos collaboratrices et nos collaborateurs passaient en moyenne 16 heures par semaine pour lire leurs emails internes. Donc ça veut dire pratiquement la moitié du temps de travail. Et ensuite, on a demandé évidemment deuxième question, on fait une analyse, combien sont utiles? 15%, enfin, entre 12 et 15%. Donc nous, on est à la recherche de la productivité, on fait de la productivité, on vend de la productivité et de l'innovation technologique pour nos clients et donc pour nous aussi. Donc c'est dit, et du confort aussi, parce qu'on est en concurrence, il faut recruter les meilleurs, il faut leur donner un environnement de travail qui est agréable. Et en fait, j'ai décidé qu'on serait la première entreprise au monde zéro mail. Alors on s'est donné 3 ans pour être une entreprise zéro mail. Alors zéro mail voulant dire, c'est un label, hein, c'est un... Voilà. Donc on s'est lancé dans un plan zéro email interne. Et c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, donc on a essayé d'abord d'évaluer avec la communauté scientifique que dirige, enfin que coordonne plutôt Hubert Tardieu, puisque c'est moi qui la dirige. Oui, parce que je pense que c'est toujours important que le patron dans une entreprise technique soit le patron de la recherche ou patron de technique. J'ai toujours fait ça. Chez France Télécom, c'est la même chose, et chez Thomson aussi. Même si, évidemment, ils sont tous bien plus compétents que moi, vous l'imaginez bien. Mais enfin, quand même, c'est important que le patron ait les mains dans les aspects techniques quand vous êtes dans une entreprise technique.
Et donc on a essayé de chercher les technologies. Ça, c'est vraiment nos chercheurs, nos collaborateurs qui ont identifié quelles étaient les briques de technologie qui pourraient nous permettre d'avoir d'autres systèmes collaboratifs, coopératifs, qui permettent d'être un peu modernes, quoi. Enfin, donc on a identifié, et puis on a vu les entreprises américaines, les entreprises françaises, etc. Et finalement, on avait une petite start-up française qui s'appelait Blue Kiwi, et qui faisait des outils collaboratifs, donc qui se substituait complètement à l'email. Et donc on a acheté cette société, on l'a réintégrée chez nous, on l'a développée, et aujourd'hui, effectivement, on est 3 ans après, donc on a réduit à la fin, on est à 60% d'emails en moins à la fin de l'année dernière. Et notre objectif, c'est d'être à 80% d'emails en moins au mois de juin. Et on pense que là, on a atteint le socle, parce qu'il faudra toujours garder un nombre minimum d'emails, parce que par exemple, quand moi je m'adresse aux collaborateurs, ça a une valeur juridique, donc là vous avez la lettre, l'email, donc c'est rien. Mais donc il restera un socle. On pense qu'à 20%, on est très suivi par le Gartner, puisque c'est une première mondiale, hein, donc le Gartner nous suit. Et on pense qu'à 20%, on a vraiment le socle. Voilà, on ne pourra pas descendre plus bas. On aura toujours besoin de 20% d'emails classiques. Mais on a maintenant, sur notre groupe, on a plus de 3500 communautés qui travaillent entre elles. Il y avait déjà un article hier dans les Échos sur l'une de nos communautés juridiques, qui est aussi une première mondiale, ils ont appelé ça l'ONET, je crois, qui est pareil sur Blue Kiwi. C'est absolument passionnant, parce que vous avez donc sur votre écran, vous avez, le matin, vous travaillez en fait dans différentes communautés, le marketing, les juristes, vous travaillez aussi sur des contrats. Donc sur un grand contrat, on a plusieurs fonctionnalités. Donc il y a une communauté qui s'ouvre sur un contrat, et puis toutes les compétences sont dessus. Et vous voyez immédiatement ce qui se passe. C'est plus de façon je dirais bêtement linéaire, mais c'est au contraire en fonction de l'importance et en fonction des sujets qui sont les vôtres. Donc c'est un gain de temps absolument extraordinaire, une souplesse, une facilité. Et c'est à travers Blue Kiwi qu'on le fait, mais on le fait aussi avec d'autres outils, comme SharePoint et d'autres outils. La messagerie instantanée aussi, la communication instantanée sur les écrans pour pouvoir se parler, et puis éviter quand même de se parler, de s'envoyer un email quand on peut se parler, tout simplement. Hein. Ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est qu'on a des plateaux maintenant sur lesquels on travaille. Je voyais un jour, je me promenais sur un plateau, et le patron d'une équipe qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Je dis bonjour à tous. Il était sur son ordinateur, bonjour à tous. Mais ils sont où? Ils sont là. Vous ne pouvez pas leur dire bonjour comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, on arrive à un stade où on est quand même, on a une déviance. Et puis surtout, enfin, en matière de qualité, parce qu'on est très chez Atos, on est très sensibilisé à tout ce qui est environnement, qualité du travail. Donc, on a été sélectionné deuxième meilleur employeur en France après EADS. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Et donc, quand on voit que nos collaborateurs passent 2 ou 3 heures par jour, ensuite en rentrant chez eux pour comme ils disent, aller faire leurs emails, ce qui vous arrive évidemment, vous faites la même chose, tout le monde fait pareil. Voilà, on pense que là aussi, il y a sans doute un débordement il faut se réapproprier finalement la technologie pour le faire. Voilà. L'heure passe très vite. Je m'excuse d'avoir un peu monopolisé la parole par rapport à mes collègues. Mon collègue André Gattolin, peut-être une dernière question à poser. Philippe, il y en avait une également? Oui, alors André, puis après Philippe. Voilà. Merci, Madame la rapporteure. Oui, vous avez évoqué dans le début de votre intervention la question effectivement de la consommation énergétique du cloud. Et ça m'a amené à une question. Il y a les questions de sécurisation du cloud. On parle de cybercriminalité, mais ça dédouble aussi le problème, non? C'est-à-dire que si l'alimentation du système n'est pas garantie ou qu'il est concentré en certains endroits stratégiques, est-ce que vous avez une réflexion en la matière? Est-ce qu'il y a des modèles qui sont envisagés pour... alors, je sais tout ce qui existe en matière de sécurisation du cloud lui-même, mais comme vous le dites, enfin, aujourd'hui, la question qui se pose, une centrale nucléaire est protégée, est un objectif stratégique. Si à côté on met un autre objectif stratégique, est-ce que c'est bien de les jouxter ou au contraire il faut leur garder un certain secret, une certaine discrétion, parce que demain ça peut être une source d'attaque ou de déstabilisation importante. On va peut-être prendre la deuxième question, comme ça vous pourrez répondre à loisir. Oui, moi je voudrais d'abord saluer Thierry
et sa capacité prospective. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait un stage quand il était patron de Thomson, parce que je voulais comprendre comment une boîte qui était à céder aux Coréens pour 1 franc, 3 ans après, avait pu être reconstituée et cédée et valorisée en bourse à 100 milliards de francs. Ce qui était quand même, j'allais dire, quelque chose d'assez original pour mériter qu'on s'y intéresse 2 secondes. Donc moi, c'est petit ma question. Et c'est un peu en complément, mais très différent. J'ai lu ces jours-ci la problématique énergétique du stockage des données, des clouds et des data centers, etc. Et c'est colossal. C'est un enjeu colossal. Et donc, il y a des innovations qui permettraient éventuellement de récupérer cette chaleur et de s'en servir utilement plutôt que de consommer de l'énergie de nouveau pour essayer de refroidir. Et donc, est-ce que c'est crédible? Qu'en pensez-vous? Et puis, je voulais juste ajouter un petit message publicitaire à l'attention d'Atos. Dans l'Aube, nous sommes en train de développer la régulation de l'énergie par le stockage par volant d'inertie, si ces technologies vous intéressent, avec un taux de rendement extraordinaire. Pas du département de l'Aube. Bien. Alors, pour la première question, c'est évident que quand on opère, et ça nous renvoie exactement au travail que nous faisons. Opérer les données, les traiter, c'est pas anodin. Il faut donc un certain nombre d'éléments de régulation, de qualité de service, voilà. En d'autres termes, s'assurer par exemple qu'il y ait une double boucle pour les télécoms, dont la trace n'est pas connue, avoir peut-être la plupart des problèmes qu'on a du reste en matière de traitement de données et de sécurisation, c'est souvent parce qu'il y a une pelleteuse qui arrache un câble et qui fait sauter une boucle ou un câble électrique lorsqu'il y a des travaux à côté. Enfin, c'est bien souvent les problèmes qu'on a traités qui peuvent avoir des conséquences très, très importantes. Donc c'est exactement ce type de réflexion que nous avons voulu mener pour dire que quand on opère des données, il y a un certain nombre d'éléments dont il faut s'assurer. Double boucle, sécurisation de l'acheminement d'énergie, même si votre question va au-delà, mais je vais y revenir. Et puis aussi, redondance, y compris la capacité, ce qu'on a nous dans tous nos gros data centers, et on traite, je ne vais pas vous dire le nombre parce qu'il est confidentiel, il est secret, mais on traite des millions d'emails de nos compatriotes, de très 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 loin. Donc on les traite, on est de très 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 loin le premier opérateur en dizaines de millions d'emails aujourd'hui. On a des consignes extrêmement strictes de sécurisation, y compris en ce qui concerne l'alimentation d'énergie, y compris la capacité, si jamais il y a le moindre problème, de basculer immédiatement sur des générateurs, des onduleurs et des générateurs que nous avons sur site, avec notre fuel qui est traité et qui est mesuré et qui est contrôlé toutes les semaines pour éviter qu'il y ait des particules impropres qui viennent le bloquer. Enfin, on a des contraintes de sécurité d'exploitation qui sont extrêmement sérieuses. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut que tout le monde ait les mêmes. Et puis, il y a aussi la redondance des sites. Pour la quasi-totalité des infrastructures que nous opérons, on a 2 sites. Un site qui est en backup et qui est complètement en miroir d'un autre, et qui n'est évidemment pas sur le même lieu que le premier. Donc évidemment, il y a tout ça, et je pense que au-delà de dire, c'est des sites qui doivent être totalement sécurisés, qui doivent, un peu comme le sont des sites stratégiques en France, je crois que si on commence à dire ce qu'on vient de dire, on va faire beaucoup de progrès par rapport à peut-être d'autres qui vont se dire tiens, je me mets hébergeur de données, je me mets hébergeur de web, et puis j'ouvre ça quasiment dans mon garage, et puis on y va, et puis derrière, il peut y avoir, à partir du moment où on a des applications de plus en plus sensibles, on opère, nous, pour le secteur bancaire, on est le premier opérateur européen en matière de paiement électronique, donc on opère pour des pays entiers. Par exemple, la Belgique est quasiment entièrement opérée par nous. On a eu, c'était public, on a eu un problème il y a juste avant Noël, on a tous nos systèmes qui ont eu un problème d'infrastructure qui sont tombés.
Et donc, les commerçants, 80% des commerçants belges qui utilisaient les cartes de crédit, ne pouvaient plus à la veille de Noël. En quelques heures, même pas, enfin quelques minutes, puisqu'en fait c'était 1h20, on a tout refait basculer sur un autre site qui était complètement le miroir du premier et qui a permis finalement de limiter. Voilà. Donc ça arrive rarement, hein, ça arrive une fois tous les 10 ans, mais c'est arrivé. Bien sûr, mais je veux dire, on est des opérateurs privés et on opère des règles qui nous ont été fixées par nos clients ou par les règles. Je ne vous donne pas les contraintes que nous avons quand on opère pour le gouvernement chinois de Hong Kong. On a des contraintes extrêmement fortes. Quand on opère pour les services français, pour la défense britannique, pour la défense allemande, on a des contraintes extrêmement strictes. Donc on suit ces contraintes, encore faut-il qu'elles existent. Ce que nous voulons dire, c'est que désormais avec le cloud, vous pouvez mettre toutes sortes de données, des stratégiques ou des non stratégiques. Donc il faut vraisemblablement qu'on passe à ce système de régulation et de contrôle identique pour tous à partir du moment où vous opérez en mode cloud, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dessus. Il y a certainement des éléments qui sont extrêmement sensibles et précieux pour les personnes ou les clients pour le compte desquels vous opérez. Voilà. Et puis pour la dernière question du sénateur Anneau, donc c'est certain qu'en matière énergétique, ça devient un enjeu absolument essentiel. Je l'ai dit tout à l'heure. Petite parenthèse, puisque tu as fait ton stage chez Thomson à l'époque, le jour où je suis arrivé chez Thomson, j'ai appelé mon premier client qui était Darty et je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais je voudrais faire un stage chez vous. Il est pendant une semaine, alors président de Thomson, je suis allé vendre des téléviseurs, j'avais la veste rouge, Thierry stagiaire, pour pouvoir apprendre précisément ce qui se passait. Mais c'était secret et je l'ai pas dit. Comme quoi les stages, c'est dans les deux sens. Hein. Voilà, donc la question c'était sur l'énergie. Il y a donc des innovations qui permettraient d'éclater encore un peu plus le sur le refroidissement, etc. de manière à pouvoir récupérer plus facilement l'énergie et faire en sorte que d'une charge, on en fasse un profit. C'est une excellente question. Alors des groupes comme Schneider, par exemple, le font maintenant beaucoup. Il y a effectivement tout un champ de recherche, puisque évidemment ce qui coûte cher c'est le refroidissement hein, dans la gestion des data centers. Hein, on est à la limite de la loi de Moore, hein, par parenthèse. Hein, donc ça veut dire qu'on est maintenant au cœur. On ne peut pas réduire trop maintenant la concentration des processeurs qui sont intégrés sur une puce, compte tenu de l'échauffement. Hein. On est tellement proche de l'atome que l'échauffement devient absolument gigantesque et c'est le frein qu'on commence à rencontrer justement à la militarisation. Donc le refroidissement devient un enjeu absolument essentiel. Mais je suis complètement d'accord. Et pour moi, le groupe qui a le mieux intégré tout ça, c'est Schneider Electric. On travaille du reste avec eux. Ils ont énormément d'innovation. C'est un sujet essentiel. Mais on voit que cette question du refroidissement est une question essentielle pour trouver des économies. On voit un certain nombre de grands acteurs américains qui se disent. Nous, par exemple, on a un data center qui est extrêmement moderne, qui est en Finlande. Parce que précisément on a accès à des refroidissements dans les fjords et voilà. Pour ensuite chauffer les villes, par exemple. Voilà. Alors là, bon, ça, je sais pas si ceci. Il y a certainement des personnes qui ont pensé. En tout cas, c'est pas mis à moi. Vous le connaissez ? Il y a des projets. Bon. En tout cas, c'est un vrai sujet. Hein. L'extraction de la chaleur dans les data centers et donc la consommation d'énergie est un sujet. Il y a même des projets de barges géantes sur lesquelles on va pouvoir le faire. Il y a d'autres projets. Mais on en revient toujours à la même chose. À partir du moment où on double le nombre de données générées par l'humanité tous les 18 mois et que, fait unique, une première dans l'histoire humaine, on les stocke et on peut les retrouver ad vitam aeternam, ça pose tout un tas de questions physiques, mais aussi morales et politiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de cet échange passionnant. Il y a peut-être une autre question, on n'a pas le temps de l'évoquer malheureusement, mais nous pensons que les données c'est important, mais il y a aussi la question de la neutralité du net qui est un vrai sujet. Ça c'est une toute autre question, mais je suis tout à fait d'accord, mais une prochaine fois peut-être. Merci. Voilà pour l'audition de Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, qui est aujourd'hui le président d'Atos, géant mondial de l'informatique. On passe tout de suite à l'audition d'Olivier Iteanu, qui lui représente ISOC France, Internet Society France. Il s'intéresse notamment à la place de l'Europe dans la gouvernance mondiale d'Internet.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, vous êtes professeur à Paris 11, vous enseignez, étudiez, commentez le droit du numérique. Alors, je crois que votre contribution va être très utile au travail de cette mission. Alors, je vous laisse immédiatement la parole, peut-être pour nous aider à mieux comprendre ce que sont les enjeux juridiques du sujet que nous traitons et ensuite pour répondre à nos questions. Président, merci. Donc effectivement, je suis avocat depuis 25 ans. J'ai dédié mon activité au droit des technologies de l'information dès l'origine. Et pour peut-être préciser un peu ma présentation, effectivement, vous l'avez dit, je suis chargé d'enseignement à l'Université Paris 1 à la Sorbonne en Master 2 droit du numérique, puisque les noms sont compliqués maintenant, en politique publique et propriété intellectuelle, et à Paris 11 en droit des communications électroniques internes. Voilà, dans un Master 2 qui est le seul en Europe, il faut le savoir, qui est dédié au droit des télécoms. Voilà, donc droit de l'espace et des télécoms. C'est le seul qui existe en Europe. D'ailleurs, Paris 11 est de ce point de vue-là toujours très en avance. Voilà. Donc j'ai écrit un certain nombre de bouquins, dont le premier droit français en avril 96 qui s'appelait Internet et le droit. Voilà. Et j'ai pas trouvé à l'époque d'éditeur juridique, je l'ai fait chez Erol, que j'ai pas quitté depuis. Voilà. Donc la gouvernance, puisque c'est votre mission. Donc je l'ai rencontré d'abord en ma qualité de président de l'ISOC, du chapitre français de l'ISOC France, de 2000 à 2003. Et puis, ceci faisant cela, parce qu'il y a quand même une cooptation très forte, et puis on a tendance à rechercher, nos amis américains, dont on va probablement parler, ont tendance à rechercher ceux qui, a priori, leur sont favorables. De là, on m'a proposé... j'ai suivi les travaux de l'ICANN avant qu'elle soit créée. En 1998, j'étais à Berlin lorsque l'ICANN a été créée. À l'époque, ce n'était pas l'ICANN. Et j'étais d'ailleurs en mission, entre guillemets, commandée par le CIGREF, le Club informatique des grandes entreprises françaises, qui regroupe à peu près 140 à 150 des plus grosses entreprises françaises, qui souhaitaient s'intégrer dans le dispositif et que j'ai pu faire désigner dans un groupe de travail. Puis, j'ai été désigné dans un comité statutaire de l'ICANN, ce qui était prévu dans les statuts, qui s'appelait le At-Large Study Committee, qui donc était un comité qui devait réfléchir à la création de l'At-Large, dont Sébastien Bachelet, ici présent, a été un représentant jusqu'à encore il y a quelques jours, je crois, et président au conseil d'administration. Et nous étions 2 Européens désignés. Alors, vous savez qu'ils désignent... Ils partagent le monde en 5 continents, en 5 parties. Et donc, pour l'Europe, il y a toujours un Européen du Nord et du Sud. Et nous sommes rattachés à l'Europe du Sud. Donc, pourquoi pas. Et donc, l'Européen du Nord, c'était Carl Bildt. Voilà. Donc, nous étions tous les deux. On n'a jamais vraiment pu parler, s'entendre. Il y avait, Carl Bildt, voilà. Enfin, ça s'est passé comme ça. Puis ensuite, j'ai été désigné dans un comité statutaire. Et ça a été la dernière fois parce que ça demande... Il y a une équation économique à résoudre quand on est à l'ICANN. Parce que ceux qui sont à l'ICANN ne font... a priori que ça, dans un comité qui réfléchissait au devenir du WHOIS, cette espèce d'annuaire, cette base de données qui évidemment suscite un certain nombre de convoitises. Et j'ai par contre démissionné en cours de comité parce que effectivement il y avait le responsable des noms de domaine Facebook ou de GoDaddy, qui est un des premiers unités d'enregistrement au monde, américaine. Bon, ces gens-là ne font que ça, et c'est des centaines de mails par jour, peut-être des dizaines quand même. Et en réalité, c'est très difficile de pouvoir faire entrer ces idées dans ce type de comité. Voilà. Donc, moi, j'ai évidemment été très intéressé par votre mission, nouveau rôle et nouvelles stratégies pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet. Je dirais que moi, je suis peut-être pas capable de répondre sur la totalité des sujets qui vous concernent, mais c'est une nouvelle stratégie qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, vous avez dû déjà entendre ces discours, on incrimine beaucoup le gouvernement américain. Moi, je voudrais quand même rappeler, simplement depuis juin 2013, depuis 6 et 7 juin 2013, on connaît le programme PRISM. Le programme PRISM, ce sont des entreprises qui adhèrent. Ce sont des entreprises américaines qui adhèrent. La première, novembre 2007, Microsoft. La dernière, fin 2012, Apple. Ils sont une dizaine. On retrouve Facebook, Google. Je veux dire par là qu'incriminer le gouvernement américain, c'est peut-être un peu facile.
il y a des véritables enjeux que les entreprises américaines ont compris et que peut-être les entreprises européennes, elles, soit n'ont pas compris, soit ne peuvent pas suivre. Et ça, je crois que c'est ça l'enjeu. Je disais que lorsque j'étais dans les comités de l'ICANN, je pouvais connaître quasiment à la seconde le cours de la bourse concernant Cisco. Voilà, c'était pour dire que ce sont les entreprises américaines ont pénétré l'ICANN et c'est peut-être ça le plus important problème, parce que on va parler des données à caractère personnel, bien sûr, mais qui est-ce qui surveille en réalité les populations? C'est pas la NSA, c'est Google, c'est Facebook. Ce sont des entreprises américaines qu'on a autorisées à surveiller les populations en échange de quoi, en tout cas c'est ma vision des choses. On leur a demandé de mettre la main, si vous me permettez cette expression, cette image, dans le pot de confiture des données. C'est NSA. Mais ceux qui collectent ces données, ceux qui surveillent et ceux qui font ce marketing prédictif qui fait que nos vies sont suivies à la seconde, ça n'est pas la NSA. Ce sont les entreprises américaines. Alors tout ça m'amène à deux observations. Ce sera... j'espère mon apport à cette commission. La vraie question, c'est comment faire émerger des entreprises européennes, me semble-t-il. C'est ça, me semble-t-il, la stratégie. Or, de ce point de vue-là, j'ai une proposition à faire à votre commission, une proposition de réflexion à faire à votre commission. Il y a deux grands intermédiaires techniques au travers desquels on est obligé de passer pour pouvoir interopérer, pour pouvoir se soumettre au réseau. Le premier s'appelle l'opérateur ex de télécom. Jusqu'en 2004, en Europe, on parlait d'opérateurs de télécom. Puis les fournisseurs d'accès Internet ont rejoint la catégorie. On parle aujourd'hui d'opérateurs de communication électronique. Et les seconds, on va les appeler les hébergeurs. Donc vous avez les opérateurs de communication électronique, les hébergeurs. Les premiers ont un statut qu'on retrouve dans le Code des postes et des communications électroniques, qui leur impose de se déclarer auprès d'une autorité de régulation nationale, l'ARCEP, en France, le défaut de déclaration étant puni d'une peine pénale, c'est l'article 39 du Code des postes et des communications électroniques, de mémoire ça doit être 1 an et 75 000 € d'amende, peu importe, il y a des peines pénales associées. Ce statut, ce n'est pas simplement des formalités préalables obligatoires, c'est la soumission, jusqu'en 2003, à un cahier des charges, qui prenait en compte les contraintes de sécurité nationale, parce que les opérateurs de télécom sont évidemment des acteurs stratégiques des pays, et qui aujourd'hui ont un statut qu'on retrouve dans la partie réglementaire du Code des postes et des communications électroniques. Donc vous avez des opérateurs qui, eux, ont des formalités préalables obligatoires à respecter, à défaut de sanctions pénales, et qui ont un statut associé, des obligations vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis de la sécurité nationale, vis-à-vis de la défense, vis-à-vis d'un certain nombre d'obligations, qui, là aussi, s'ils font défaut à ces obligations, ont le risque d'avoir leur déclaration, leur agrément, leur statut suspendu, voire arrêté. Et puis, à côté de ça, vous avez d'autres intermédiaires, on en a parlé, qui s'appellent les hébergeurs. On en a eu un qui vient de s'exprimer ici, qui est la société Atos, qui, eux, sont dans une situation effectivement de libre concurrence complète, totale. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il me semble que du point de vue de l'intérêt national, de la sécurité, de la défense, il n'y a plus lieu de distinguer l'un et l'autre. D'ailleurs, à terme, il est probable qu'on aura beaucoup de difficultés de distinguer l'un et l'autre. Celui qui offre l'accès au réseau, soit parce qu'il établit ou il exploite des réseaux, soit parce qu'il offre le service de l'accès à réseau, va être difficile à distinguer de celui qui va héberger des données et qui va les infogérer, etc. Donc, or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit donc des acteurs libres, des hébergeurs, je pense à Amazon par exemple, le numéro 1 au monde, qui sont totalement libres de fonctionner comme bon leur semble, qui, de surcroît, souvent soumettent ceux qui recourent à eux à une loi étrangère. Regardez Amazon. J'ai écrit sur mon blog récemment un article qui dit que Internet est une zone de droit, n'est pas une zone de droit pour tout le monde, parce que à la fin des années 90, et notamment vous avez un très bon rapport du Conseil de l'État
Conseil d'État qui a été écrit par Mme Falpirotin, que vous avez reçu tout à l'heure, et qui a été voté par l'Assemblée générale, où le grand message était de dire, et elle avait raison, Internet n'est pas une zone de non-droit. Très bien, ça c'est vrai que ça a été un apport important de ce rapport, puis ensuite c'est devenu un peu une tarte à la crème. Mais qu'est-ce qu'on peut dire lorsque l'on est un citoyen européen et qu'on recourt à Google qui se soumet à la loi américaine, à Facebook qui se soumet à la loi américaine, à Twitter qui se soumet à la loi américaine et à Amazon qui se soumet à la loi américaine? Est-ce que Internet, pour le citoyen européen, est une zone de droit dans ces conditions-là? Je crois que c'est difficile de répondre positivement. Et ce sont des entreprises et des services auxquels on a recours tous les jours. Donc ces sociétés s'adressent au marché français et soumettent leurs relations, en tout cas c'est leur volonté, après les juges peuvent avoir des visions différentes, à des lois étrangères. Donc on a ces gens, ces sociétés, ces géants du web, comme on les appelle maintenant aujourd'hui, ces hébergeurs qui sont sans statut imposé obligatoire. Ce que je propose, sur laquelle qui me semble être une idée sur laquelle il faudrait réfléchir, c'est que ces hébergeurs, à l'instar de ce qui se passe pour les opérateurs, épousent un régime statutaire qui est pénalement sanctionné lorsqu'il n'est pas respecté dans ses formalités préalables et dans sa manière de se comporter. Et vous pensez bien que si demain un opérateur déclare à l'ARCEP osait, et pour se déclarer à l'ARCEP, il faut en plus avoir une présence physique en France, mais osait soumettre ses clients à une loi étrangère, l'ARCEP interviendrait immédiatement. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes interviendrait immédiatement. Donc cette règle me paraît simple en termes stratégiques, parce que cet acteur-là, c'est un acteur stratégique de l'Internet, et il est non seulement, comme l'a dit M. Breton à l'instant, le détenteur des données de l'ensemble de la population, mais il est encore une fois un acteur qui est incontournable. Donc pourquoi ne pas, c'est une chose assez simple, et ça permettrait, je pense, à une catégorie d'acteurs européens d'émerger, pourquoi ne pas imposer aux hébergeurs la soumission à un statut? C'est ce que je comptais vous apporter comme message, peut-être en introduction, avant qu'on échange sur ces questions, mais ça me paraît une voie à explorer. J'ajoute de surcroît que ce régime existe déjà pour les données de santé, puisque vous savez qu'en matière de données de santé, la loi impose aux hébergeurs un agrément qui est délivré par le ministère de la Santé. Et j'ajoute enfin que sur le plan du droit de la concurrence, personne n'a jamais trouvé rien à redire au fait que les autorités, que les États membres imposent au niveau national l'adhésion à un statut obligatoire et pénalement sanctionné lorsqu'il n'est pas respecté. Donc ça me paraît effectivement une mesure radicale, mais elle me paraît répondre dans le contexte prisme à ce qui me paraît être un tsunami quand même, à savoir ce qu'on a appris de la collaboration entre ces géants du web et l'État américain, pour des motifs d'ailleurs qui sont parfaitement légitimes. Il s'agit de lutter notamment contre le terrorisme, ce qui nous intéresse tous, mais c'est quand même tout de même la boîte noire. Je rappelle quand même que le Sénat américain, votre correspondant, lorsqu'il a été question de reporter le Patriot Act de 5 ans, il y a des amendements qui ont été déposés par des sénateurs démocrates qui ont demandé des garanties pour les citoyens et que le Sénat a refusé de les voter. Mais donc cette demande a été présentée par un sénateur américain. Voilà ce que je voulais dire peut-être en introduction, monsieur le sénateur et monsieur le président, de ce que maintenant je suis à votre disposition pour toute question dans le cadre de votre mission. Voilà pour l'audition de Thierry Breton. On enchaîne tout de suite sur l'audition d'Olivier Théano, qui avait également été auditionné par la mission d'information sur la gouvernance mondiale d'Internet. Le président d'ISOC France, d'Internet Society France, avait notamment expliqué la prééminence américaine en la matière.